Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau classement des pires gauchistes de la semaine. La semaine dernière, c'était un top 15, j'avais pas su trop trancher, il y avait vraiment eu énormément de niveaux. Et cette semaine encore, c'est assez costaud, hein. Donc on n'est pas sur un top 5, mais sur un top 8. Et vous allez voir, c'est assez génial. Il y a certains candidats qui ont fait très fort. On est parti immédiatement avec la 8e position. En 8e place cette semaine, Jean-Luc Mélenchon, qu'on est presque déçu de ne pas voir plus haut, mais c'est parce que... Alors, il nous a sorti une petite bêtise, notre ami Jean-Luc, mais surtout, en fait, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur ma chaîne que j'ai publiée ce mercredi, où je parle de cette gauche écolo qui veut la ruine de la France et de l'Europe. Donc, je vous y renvoie pour plus de détails, mais on va quand même s'appesantir un peu sur son cas, parce que ce qu'il nous raconte est complètement dingue. On l'écoute. Qu'on soit passé de 7 millions de paysans à 400 000 depuis la libération ne pose apparemment de problème à aucun des adhérents de la FNSEA qui pourtant devraient se poser des questions. Si on veut de l'agriculture bio, il faudra racheter les dettes des paysans qui ne peuvent plus les payer. Et alors ils feront. Mais je vais vous dire, c'est pas avec ça que le boulot va se faire. Nous avons besoin de 3 à 400 000 paysans de plus dans ce pays pour produire ce dont nous avons besoin pour la restauration collective, de produits qui soient bio, qui ne soient pas contaminés. Donc notre ami Jean-Luc Mélenchon, alors déjà communiste un jour, communiste toujours, pour aider les paysans plutôt que de leur enlever des normes fiscales, des normes réglementaires délirantes imposées par la gauche. Donc évidemment il ne peut pas proposer cette solution, mais plutôt que de leur proposer ça, eh bien il veut racheter leurs dettes. Voilà. L'État doit racheter la dette des paysans. Alors sur le principe, ça peut être sympa, je comprends que ça puisse paraître attrayant aux yeux de beaucoup, mais en réalité, eh bien racheté par qui? Par vous, par moi, par tous les actifs qui font tourner ce pays. Et ça, c'est vraiment la solution classique de la gauche. C'est l'argent magique, l'argent gratuit qui va permettre de régler toutes les situations. Ils s'en foutent, c'est pas leur blé. Donc évidemment que eux, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en plus de ça, Jean-Luc Mélenchon, il nous dit dans cette vidéo qu'il veut recruter 400 000 paysans supplémentaires, 500 000, nous dit-il même, dans un tweet où il reprend cet extrait. Alors évidemment, les gauchistes, eux, les conséquences concrètes de leur grand discours, c'est pas un problème. Alors déjà, il faut trouver des volontaires. Je rappelle que la gauche, par ailleurs, c'est la défense du droit à la paresse, au loisir, etc. Oui, alors travailler dans un champ, quand on veut en plus faire du bio et du non traité, ouais, faut un peu d'huile de coude quand même, faut un peu se bouger, c'est pas un travail très sympa. Et je suis pas certain que ce soit Mélenchon et ses potes qui soient capables de le fournir. Après, il y a toujours la solution de l'immigration extra-européenne, comme ça, la boucle est bouclée. Mais bon, il y a un moment où ce modèle-là, on peut peut-être s'en passer. C'est-à-dire que le progrès technique a permis la mécanisation, et puis aussi, même s'il y a plein de défauts à tout ça, la mise en place de solutions phytosanitaires, etc. Je dis pas qu'il faut pas faire un tri. Enfin bon, voilà, je suis pas débile. Mais par contre, se passer totalement de tout ça, comme le veulent les gauchistes, c'est tout simplement un enfer au niveau du travail à fournir. Ça veut dire beaucoup plus de surface agricole aussi nécessaire parce que du coup la productivité baisse, le rendement par hectare baisse, donc il faut plus d'hectares. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, les prix doublent, triplent, quadruple, c'est un minimum pour certains légumes, certains fruits, etc., avec les techniques gauchistes. Donc comment ça se passe concrètement? Ça veut dire que les Français vont devoir se serrer la ceinture. Donc tout ça, c'est du délire pur. Évidemment qu'il y a des problématiques dans le milieu agricole, mais ce ne sont pas les solutions de Jean-Luc Mélenchon qui vont permettre de sauver les paysans. C'est au contraire l'idéologie de gauche, par sa surréglementation, par les ponctions fiscales délirantes qui sont imposées aux paysans comme à tous les actifs, par des normes écolo-gauchistes complètement folles. C'est l'idéologie de gauche qui est au moins en partie responsable de la situation des paysans. Donc c'est assez extraordinaire que Jean-Luc Mélenchon vienne donner des leçons là-dessus. En 7e position, nous avons deux avocats dont les noms ne vous diront rien et qui ont pourtant un pouvoir de nuisance assez phénoménal. Il s'agit d'Henri Braun, qui sur Twitter se présente comme avocat contre le racisme et le fascisme. Et il s'agit également de Paul Matonnet, qu'on voit ici en robe. Alors, ces avocats, pourquoi j'en parle? Parce qu'ils font partie de cette armée de l'ombre du gauchisme qui a une nocivité, les amis, phénoménal, et je mets un coup de projecteur dessus. Alors,
je vais vous parler pour ça de cette décision du Conseil constitutionnel qui a choisi de censurer la rétention de demandeurs d'asile. C'était une disposition de la loi immigration, la loi Darmanin à l'époque, et qui prévoyait donc la possibilité de placer en rétention des demandeurs d'asile qui ne faisaient pas l'objet d'une mesure d'éloignement, mais qui constituaient un danger pour autrui ou qui pouvaient s'enfuir. Bref, il y avait des conditions, bien entendu. Mais ça, c'était déjà beaucoup trop pour les gauchistes, et on a donc à l'initiative du GISTI, qui est une association qui, elle aussi, a une nocivité incroyable quant aux droits des étrangers. C'est le groupe d'information et de soutien des immigrés, hein, l'intitulé de cette association, qui multiplie les recours juridiques auprès de l'État pour faire avancer son agenda immigrationniste et gauchiste. Et là, on en a donc l'illustration la plus récente. Eh bien, je vous propose d'écouter une partie de la plaidoirie de Paul Matonnet lors de l'étude de cette question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel. Vous allez voir, ce qu'il raconte est totalement fou. On l'écoute. Et donc c'est pour cela que je vous demande solennellement de mettre fin à cette dérive. Si cela est fait, tant mieux. L'État de droit doit se défendre contre les attaques dont il est l'objet, aussi bien en France qu'aux États-Unis, que partout ailleurs dans le monde. Il faut réaffirmer de façon nette que l'état de droit est intangible, que l'état de droit est sacré et qu'il y a des normes fondamentales auxquelles on ne peut pas déroger. Et si ce n'est pas fait par les institutions, eh bien, la seule chose qui nous restera à faire, c'est, et je vais citer un article que j'ai trouvé sur le site du Conseil constitutionnel, qui est l'article 35 de la Déclaration de l'an 1 des droits de l'homme, qui dit la chose suivante, qui est très vraie, qui est une vérité éternelle. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Le plus incroyable dans cette plaidoirie, c'est cet appel à l'insurrection. Il dit au juge du Conseil constitutionnel, si vous acceptez notre requête et que vous censurez cette disposition de la loi immigration, tant mieux, mais de toute manière, même si vous le refusez, eh bien, il y a une solution, c'est l'insurrection. Mais qu'est-ce que c'est que cette enfer ? Appel à la violence et à l'irrespect du fameux état de droit finalement, hein, parce que si les juges prennent la bonne décision, c'est l'état de droit, et s'ils prennent la mauvaise à ses yeux, là par contre, insurrection, révolution. Incroyable. Et vous voyez la nuisance de ces gauchistes, franchement, elle est considérable et c'est pour ça que je voulais en parler. En 6e position, on a un nouveau duo journalistique, cette fois-ci avec Nathalie Saint-Cricq et Françoise Fressoz, qu'on va voir dévoiler un petit peu ce qu'elle pense, au fond d'elle-même, sur le peuple, la démocratie. On est sur une émission qui évoque le référendum, donc écoutez ce que disent les deux journalistes, vous allez voir, c'est assez énorme. En orange, vous avez Nathalie Saint-Cricq, et en noir et blanc, là, qui prend la parole au milieu, vous avez Françoise Fressoz. C'est parti. Donc, moi, je me méfie quand même de ces débats parce que il peut y avoir des très bons tribuns et ça va pas non plus dans le sens de l'intérêt général. C'est toujours vrai, il y a toujours un risque de manipulation politique, mais en même temps, c'est le cas aussi pour les élections présidentielles ou législatives. On peut se faire avoir aussi par une personne qui est particulièrement charismatique. Mais je dirais justement que les référendums, comme ça détache quand même le sujet de fond des questions de personnes, on a un peu moins de risques. Je suis pas sûre, moi. Je suis pas sûre. Les débats étaient de bonne qualité. C'est un merveilleux outil pour les populistes. Surtout, on peut pas laisser, on peut pas partir du principe dans une démocratie que les gens en fait se trompent et donc on peut pas leur donner leur avis. Je voudrais qu'on pose la question à l'invité principal, François Ruffin. Pas assez de référendums, j'imagine, pour vous. Est-ce qu'il y a quand même un danger plébiscitaire ? Elles n'ont pas tort, Nathalie et François. D'abord, quand j'entends qu'il faut se méfier, il faut se méfier de quoi ? Il faut se méfier du peuple. Je veux dire, on est en démocratie, normalement, supposément. Donc le pouvoir est au peuple. Est-ce qu'il a toujours raison, le peuple ? C'est ça la question aussi. Donc là, on a une illustration parfaite de l'attitude de beaucoup de gens à gauche quant au peuple, au référendum. Comme Mathieu Slama, il y a quelque temps, bah oui, parce que le peuple, il pense pas comme la gauche de manière générale, mais aussi comme, on va dire, les centristes mous, puisque Nathalie Saint-Cricq et Françoise Fressoz, ce sont des nanas qui sont irriguées par l'idéologie de gauche, bien entendu, mais qui représentent aussi un peu le centre mou. D'ailleurs, c'est amusant parce que sur le plateau, François Ruffin, qui est de gauche, lui, il est plutôt démocrate et pour le référendum. Ça, c'est en théorie dans le discours, je sais pas si dans la pratique,
il l'est véritablement. C'est peut-être juste une déclaration cosmétique, mais à la limite, c'est pas grave, parce qu'il y a encore à gauche quand même, heureusement, des gens qui croient à peu près en la défense du peuple, etc. François Ruffin en fait peut-être partie. Je mets beaucoup de... Franchement, je mets beaucoup de prudence dans ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, il y a quelques exceptions. Il sauve un peu l'honneur de la gauche là-dessus. Mais sinon, on voit que la gauche déteste les référendums. Et là, c'est le cas. C'est fascinant de voir ces gens-là face au peuple. Ils en ont peur. Ils ont peur de lui donner la parole. Et d'une certaine manière, ils n'ont pas tort. Parce que le jour où le peuple a le droit de dire ce qu'il pense sur pas mal de sujets, ces gens-là, ils se retrouveront ailleurs que sur les plateaux du service public. Et ça nous fera un bien fou. En 5e position, on a Arlindo Constantino, qui est le président d'Act Up Paris, une association LGBT, etc., etc. Sur Twitter, il se définit comme, ce sont ses termes, hein, folle portugaise immigrée. Ok, bon, c'est un peu spécial. Alors, pourquoi est-il dans ce classement? Eh bien, pour ses propos qu'il a tenus dans un stream, une émission en direct. Il nous parle de la sexualité homosexuelle et les pratiques qu'il peut avoir, notamment à l'égard des Blancs. C'est parti. Moi, de manière individuelle, par exemple, ma fétichisation, c'est les Blancs. Voilà, je kiffe les Blancs, voilà, parce que j'aime les tarter, j'aime les humilier. C'est à la fois une fétichisation sexuelle, mais c'est aussi une forme de militantisme. C'est dire, toi, t'es un Blanc, toi, t'es un sale Blanc, et moi aussi, j'en suis un, mais je vais te tarter la gueule, voilà. Ok. Bon, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi rajouter. Ethnomasochisme total, dégénérescence. Haine de soi, parce que je rappelle quand même ce qu'il reconnaît hein, lui-même, c'en est un. C'est un Européen, c'est un Blanc. Bon, mais il aime taper d'autres Blancs en les traitant de sales Blancs. Toute la gauche est résumée dans cette séquence. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire, franchement. C'est édifiant au dernier degré, mais c'est la gauche. Voilà ce que c'est la gauche au fond du fond. Allez, on passe à la 4e place. En 4e position, on reste dans le monde du streaming, c'est-à-dire ces créateurs de contenu qui diffusent des émissions en direct, notamment sur la plateforme Twitch. Et là, c'est le cas avec Pantoufle, un streamer d'extrême gauche. Alors, petit rappel avant de parler de ce qui lui vaut sa place dans le classement cette semaine. Avec ses propos qu'il avait tenus il y a quelques années, quand on parle du grand remplacement, etc., regardez ce que lui, il répond. Je suis pas pour le grand remplacement, je suis pour le grand anéantissement des bœufs qui peuplent la France. Voilà. J'espère qu'ils vont tous crever la bouche ouverte dans une guerre civile où ils se feront probablement égorger. Et voilà. Ce rire abominable, c'est un appel au génocide, ou en tout cas une glorification de celui-ci. Le génocide des bœufs, bon, le terme est choisi pour éviter de dire blanc, mais bon, on a compris que c'était un petit peu la même chose, sachant qu'en plus, il dit que dans une guerre civile, les bœufs qui peuplent la France se feraient égorger. Une méthode de mise à mort qui nous rappelle clairement d'autres peuples, d'autres civilisations, d'autres religions. Voilà. Donc voilà un petit peu qui est ce type-là. Et là, on le retrouve avec cette vidéo dans laquelle il réagit à la chute d'un enfant. On va l'écouter, vous allez voir. Moi, j'ai vu Jésus. Chais. Voilà, chais. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le langage de la Nouvelle-France, chais, ça signifie bien fait. C'est du vocabulaire arabe, racaille. Évidemment, Pantoufle, lui, il dit bien fait parce que cet enfant tombe et parce qu'il est vraisemblablement à une conférence religieuse, une cérémonie, une messe, je ne sais pas exactement. Chez le petit bourgeois. Futur pédophile. Bon, voilà la bêtise et la saloperie de la gauche résumée dans cette vidéo. Donc ce streamer de gauche nous dit bien fait pour lui ce petit bourgeois. Voilà pourquoi, parce qu'il est habillé à peu près correctement. Bah oui, c'est pas un punk à chien, il a pas une utilise dans la main. Il a l'air normal en fait, donc il est coiffé. Et donc c'est un bourgeois. C'est complètement stupide puisque moi, je pense à mes ancêtres qui n'étaient pas du tout des bourgeois, mais qui par contre mettaient un point d'honneur à s'habiller de la meilleure manière possible.
avec des beaux vêtements, en se coiffant évidemment. Enfin, donc, quel rapport en fait? Quel rapport? Et puis, futur pédophile, parce qu'il est chrétien. Mais est-ce que Pantoufle, est-ce qu'il dirait la même chose si c'était un petit musulman qui tombait lors d'une cérémonie religieuse islamique? Est-ce qu'il dirait ça? Mais jamais de la vie, parce que c'est un putain de sale gauchiste. Et que, évidemment, il peut attaquer la religion catholique à fond, donc il y va. Par contre, sur les musulmans, c'est silence radio, jamais il n'oserait faire ça. Déjà, par peur, premièrement, mais aussi parce que dans le panthéon de la gauche, eh bien, les musulmans, ce sont des gens qu'il faut respecter, qu'il faut défendre face aux vilains, fachos, bourgeois, cathos, et donc il y a soumission totale, quoi. Mais quelle saloperie de la part de ce type-là. Alors, rappelons quand même que cet immonde personnage qui critique ou qui appelle même au génocide des Français autochtones et qui se moque de manière ignominieuse de ce petit catholique, ou ce petit chrétien en tout cas, quand il va dans une cité, ça se passe un peu moyennement. On se souvient quand il avait été dans une cité à Nantes, il s'était fait houspiller par les petites racailles locales et tout d'un coup, il faisait beaucoup moins le malin. Je suis assez sidéré de voir des mecs comme ça ne pas se rendre compte de la saleté de leurs propos et ne pas voir le deux poids deux mesures. C'est assez sidérant. C'est un grand classique à gauche finalement, ça en reste pas moins spectaculaire quand même. En troisième position, on retrouve un autre streamer, Ponce, qui lui n'était pas de gauche il y a encore quelques années, mais qui a subi une forme de radicalisation à gauche qui est assez intéressante à observer d'ailleurs. C'est l'un des streamers qui est le plus connu en France, il a une grosse audience et donc une influence quand même relativement importante. On l'écoute. La raison pour laquelle il y a de plus en plus de chiffres qui parlent, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont porter plainte, c'est parce qu'il y a de plus en plus de paroles qui se libèrent là-dessus. Donc forcément, le nombre de plaintes augmente, forcément. Et c'est tant mieux que les gens prennent des décisions là-dessus. Par contre, il n'y a pas plus d'agressions qu'avant. Genre, il n'y a pas de... Les gens ne se font pas plus agresser qu'avant. Il n'y a pas plus de gens qui se font agresser au couteau ou je ne sais quoi qu'avant. Tu vois? C'est juste que c'est juste que les médias ne parlent que de ça. Parce que l'insécurité, c'est un bon moyen de faire fermer les yeux à l'ensemble d'une population sur tous les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est qu'en 2015, 1% des plus riches en France avaient 15% des richesses et qu'en 2025, les 1% qui avaient à l'époque 15% du coup ont 25% des richesses. Là, pour moi, c'est plus problématique ça que l'insécurité en France. Alors, il y a tout dans cette séquence. Il y a plus de plaintes, c'est pour ça qu'il y a plus de faits qui sont rapportés, mais en réalité, il n'y a pas d'augmentation des violences, de l'insécurité, etc. Alors, je ne sais pas dans quel monde il vit, certainement dans un monde bien plus protégé et privilégié que le mien, parce qu'il a des revenus qui sont très conséquents, notre petit Ponce. En 2019-2021, il avait une moyenne de revenus de 37 000 $, sur Twitch on parle en dollars, par mois. Bon, bah oui, effectivement, avec ce genre de revenus, tu peux te mettre vraiment à l'abri de tous les désagréments de l'immigration et dès lors te dire l'insécurité n'augmente pas. Oui, bah oui, dans un quartier préservé, etc., je comprends ce ressenti-là. Mais la moindre des choses, avant de balancer ce genre d'énormité en public, avec quand même une influence qui, normalement, t'oblige à un peu de rigueur, c'est de vérifier. Est-ce que ce que je vais balancer là est vrai ou pas? Bon, alors, la réponse, elle est évidente, mais enfin bon, on est obligé, face à ce genre de discours débile, parce que ces gars-là ont malheureusement une audience et du pouvoir, on est obligé d'avoir recours à des statistiques qui présente l'évidence. Bon, là, on a Marc Vanguard qui lui répond directement avec le taux de violence physique enregistré qui a été multiplié par 10 depuis 1972. Donc, notre ami Ponce, là, il raconte n'importe quoi. Vraiment, cette capacité de la gauche à nier le réel et à vouloir détourner ça vers les vilains capitalistes, bon, ridicule au dernier degré, je rentre même pas dans ce débat parce que là aussi, ce qu'il raconte est débile, mais on va se concentrer sur la question de la sécurité. Ponce est un gauchiste idiot et qui en plus raconte des énormes conneries sans rien vérifier au préalable. C'est une belle performance. En deuxième position cette semaine, Aymeric Caron avec une performance assez exceptionnelle. Juste avant d'en parler, un mot pour un partenaire Sunrise, Idéo Choc, cette plateforme de podcast qui résume, qui condense le meilleur d'ouvrages essentiels pour se forger une culture philosophique, historique, politique, intellectuelle. De manière générale, c'est un excellent remède au gauchisme. Je suis à peu près certain que nos amis gauchistes dans le classement de cette semaine ne connaissent pas Idéo Choc et c'est bien normal parce que sinon ils ne seraient pas dans ce classement tout simplement. Idéo Choc a en plus fait un superbe travail de refonte de son site internet
avec vraiment une mise en page exceptionnelle et c'est très pratique de parcourir ce site et puis d'écouter en podcast ou de lire la version texte des analyses qui sont vraiment des fiches de lecture extrêmement qualitatives. Donc c'est vraiment hyper pratique, très beau, vous voyez, c'est très classe. Et vous avez aussi sur le site version mobile, vous avez la même chose, c'est quasiment comme une application, c'est vraiment super bien fichu. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est top de chez top, c'est vraiment un super travail esthétique au service d'un fond de très très grande qualité. Je vous invite vraiment à essayer ce service. Vous avez le code promo Sunrise en description. Allez-y. Déjà, c'est un moyen de soutenir la chaîne, mais surtout, c'est un moyen pour vous d'ouvrir très grand des horizons intellectuels, idéologiques qui sont nécessaires pour comprendre le monde d'aujourd'hui, sachant que c'est un gain de temps énorme parce que vous avez des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui sont disponibles sur ce site. Et ça vous permet de ne pas avoir à lire des milliers, voire des dizaines de milliers de pages, mais en gardant quand même la substantifique moelle de toutes ces œuvres, et donc d'avoir les enseignements les plus importants. Franchement, c'est un super projet, je l'utilise moi-même et j'en suis ravi, donc je vous encourage vivement à le faire. En description, vous avez le code promo qui va bien, et puis vous avez une période d'essai en plus, donc allez-y. Voilà les amis, on revient à notre ami Aymeric Caron qui a fait très très fort cette semaine avec une déclaration au micro de Sud Radio qui vaut son pesant d'or. Il parlait de l'interdiction du port du voile aux enfants, on va l'écouter. L'interdiction du voile aux mineurs de moins de 15 ans dans l'espace public, cette proposition de Gabriel Attal... C'est une hérésie. Une hérésie ? C'est une hérésie d'ailleurs qui effraie même dans son propre camp. On est tout à fait dans une expression islamophobe. On ne peut pas comme ça s'en prendre aux enfants en prétendant vouloir les protéger. Et vous acceptez qu'une petite fille de 6 ans soit voilée ? Ou vous pensez que finalement on n'a rien à dire ? Vous et moi on n'a rien à dire, ça je vous le confirme. Comme moi je ne dis rien dans l'éducation que vous pratiquez sur vos enfants. Donc là, il nous dit, il n'y a pas de problème à ce qu'une enfant de 5 ou 6 ans porte le voile. D'ailleurs, il est tellement sûr de lui et tellement fier de son raisonnement qu'il le répète sur Twitter. Cela ne me gêne nullement qu'une enfant de 5 ou 6 ans porte un voile. Indépendamment de la question du voile, on va y revenir. Il nous dit, on n'a pas à s'occuper de la manière dont les parents gèrent l'éducation de leurs enfants, etc. C'est complètement faux. Si des parents maltraitent leurs enfants, ou si des parents infligent des sévices à leurs enfants pour les éduquer, etc., bien entendu que la société a un droit de regard là-dessus. Alors, je suis pas pour l'ingérence de l'État dans l'éducation, évidemment, mais dans certains cas extrêmes, il faut que la société intervienne, bien entendu, heureusement. Et ça m'étonne, parce que là, il nous dit la société doit pas interférer, alors que je suis à peu près certain que dans d'autres cas, par exemple, s'il y avait des dérives sectaires, ou s'il y avait des gens qui étaient d'ultra-giga-droite à ses yeux, et qui endoctrinaient toujours avec son vocabulaire leurs enfants, là, je pense qu'Aymeric Caron, il serait tout d'un coup beaucoup plus prudent. Mais là, ce sont des musulmans, donc ça passe. Mais je me répète, dans certains cas, la société a le devoir de protéger des enfants, et d'intervenir, donc, de fait, dans leur éducation par leurs parents. C'est l'aide sociale à l'enfance, par exemple. Donc, vous voyez que déjà, il y a une problématique. Et puis, derrière, le voile d'enfants, de fillettes de 5 ans, ça ne le dérange pas. En tant qu'humaniste, ça ne le dérange pas. Que des fillettes se voient imposer un voile qui est une manière de protéger leur pudeur et de marquer leur infériorité par rapport aux hommes. Verset 34 de la sourate 4. Comment un type censé être humaniste, de gauche, pour la liberté des femmes, etc., peut tenir ce discours? Mais c'est très simple. Parce qu'Aymeric Caron, c'est une figure de proue de l'islamo-gauchisme. Voilà, il est totalement soumis aux extra-européens, vu comme une figure messianique, christique. Et pour lui, les musulmans sont des vaches sacrées, en fait. C'est exactement ça. On ne peut pas y toucher. Tout ce qu'ils font, eh bien, en tout cas, on ne peut pas le critiquer. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit, et puis c'est pas grave. En fait, ce type-là ne comprend pas le danger de mouvements de fond. Pour lui, la situation, elle s'analyse uniquement à l'instant T. Il ne prend absolument pas en compte les effets démographiques sur le long terme, les effets civilisationnels de tout ça. C'est pas son problème. De toute manière, c'est un ethno-masochiste. Donc en fait, si la civilisation européenne, si l'identité française, si l'identité européenne peut disparaître, mais lui, il n'en a rien à secouer. Au contraire, il sera ravi. Et si finalement toutes les fillettes françaises sont voilées dans quelques années, c'est pas un souci pour lui. Alors je sais pas jusqu'où va aller la tolérance d'Aymeric Caron. Est-ce que l'excision, qui est une pratique culturelle de population extra-européenne, imposée par des parents à leurs enfants, est-ce que Aymeric Caron y tolère? Est-ce que le fait que des femmes africaines repassent les seins de leurs filles à la puberté, est-ce que cette pratique culturelle-là, Aymeric Caron l'accepte également? Bon,
le voile qui est un marqueur de soumission et d'infériorité de la femme. C'est un signe de régression civilisationnelle terrible et l'attitude d'Aymeric Caron à cet égard, elle est indéfendable. Et en première position cette semaine, c'est le GOAT, le meilleur des gauchistes, le pire également, mais pour notre plus grand plaisir, il est en forme continuellement, c'est vraiment la star de ce classement, Mathieu Slama, regardez-le comme il est beau, notre Mathieu préféré. Alors pourquoi est-il dans le classement? Pour un ensemble de petites déclarations savoureuses, allez on commence. Alors il réagit à cette citation mise en exergue par le compte Twitter de C'est à vous, c'était un intervenant sur le plateau, je vous passe pas pour des raisons de droit d'auteur, qui déclarait « La mentalité française n'est pas idéale pour le haut niveau. Les gens ambitieux ou qui ont confiance en eux, on dit d'eux qu'ils sont prétentieux. Or, tous ces éléments sont indispensables pour briller au haut niveau. Donc il y a une mentalité française qui finalement, je résume, va plus vers l'égalité, voire même la mise sur un piédestal de la médiocrité, voilà, que vers l'excellence. C'est à gros traits, mais vous avez compris l'idée. Et évidemment, je suis en accord avec ce diagnostic, même s'il est grossier, il faudrait l'affiner, bien entendu, etc. Mais c'est l'idéologie de gauche qui a permis ça. Parce que pendant très longtemps, la France était une nation qui visait et obtenait d'ailleurs l'excellence. Bon. Et Mathieu Slama, évidemment, il n'apprécie pas ce discours, voilà ce qu'il déclare. « Dis-moi que tu es de droite sans dire que tu es de droite. » Selon lui, ce discours, c'est un discours de droite. Ben oui, je suis d'accord avec Mathieu Slama. Effectivement. Alors, ce qui est amusant, c'est que Mathieu Slama, lui, il se dit de gauche. Pour lui, être de droite, c'est un crime abominable. Donc ça veut dire que lui, tout ce qui est ambition, confiance en soi, c'est ça, hein, les termes qui sont choisis par cet intervenant sur C'est à vous, eh bien ce ne sont pas des qualités, ce sont des défauts. Ambition et confiance en soi. Bah oui, Mathieu Slama, effectivement, on est certain que c'est pas l'ambition qui l'étouffe et la confiance en lui, oui, je sais pas s'il peut avoir confiance en lui, je sais pas s'il l'a, mais à sa place, je sais pas si je l'aurais non plus. Bref, donc être ambitieux, c'est être de droite. Oui, Mathieu Slama, tu as raison. Alors Mathieu Slama qui a évoqué la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. Donc, dans une société validiste comme la nôtre, où les personnes handicapées et malades chroniques sont marginalisées et exclues, cette loi n'est pas une bonne loi. Alors là, c'est assez incroyable, je ne parle pas du fond de la loi, etc. Juste, on est dans une société validiste, selon Mathieu Slama, où les personnes handicapées et malades sont marginalisées. Je veux bien croire à un degré ou un autre que ça soit vrai, mais ça dans toutes les sociétés, bah forcément les personnes handicapées peuvent moins facilement se déplacer, donc participent à moins de choses que les personnes qui sont sans problème physique, moteur, etc., etc. Ok, mais bon ça c'est tragique, mais malheureusement on n'y peut rien. Voilà, je sais qu'il y a des personnes handicapées qui regardent cette émission, bon, elles sont bien conscientes que malheureusement, c'est pas possible d'être en égalité parfaite avec quelqu'un de valide. Voilà, pour des raisons biologiques, j'ai envie de dire. Voilà, bon. Mais Mathieu Slama, il nous dit que ces personnes sont marginalisées. Alors, en partie, je me répète, pourquoi pas? Mais on vit quand même dans une société où les normes handicapées sont quand même très présentes. On n'est pas dans le tiers-monde, quoi. Il n'y a pas un immeuble moderne qui soit construit sans accès PMR, sans normes PMR pour les douches, les toilettes, etc. Il n'y a pas un restaurant aujourd'hui qui ouvre sans les normes PMR. D'ailleurs, il y a une restauratrice qui a été interviewée par le Parisien là-dessus récemment, ça fait un petit peu le buzz sur les réseaux, parce qu'elle a dû renoncer à ouvrir son restaurant parce que ses toilettes n'étaient pas accessibles PMR. Donc, dire qu'on est dans une société qui marginalise les handicapés, faut pas déconner. Voilà, Mathieu Slama, là, c'est une exagération totale, mais venant de Mathieu Slama, c'est pas étonnant non plus. Et puis, pour finir, cette petite pépite de Mathieu Slama. Donc, il réagit à une intervention sur RTL, une intervenante qui nous dit « En disant non, ça suffit à un enfant. Il est parfaitement apaisé. » Donc, selon cette intervenante, eh bien, dire non à un enfant, parfois, c'est une bonne chose, ça lui pose des limites, il a besoin de ce cadre, et finalement, ça l'apaise. Voilà. Sauf que, oh là 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 là, que n'avait-elle pas dit? Mathieu Slama veille au grain, bien entendu, dire non à un enfant? Fermement, peut-être. Ça, c'est pas possible, évidemment. Donc, voilà ce que nous dit Mathieu Slama. Ce discours sur le manque d'autorité dans l'éducation est absolument désastreux. On voit aujourd'hui, partout autour de nous, les ravages de l'autoritarisme éducatif. C'est de bienveillance et d'égalité que les enfants ont besoin, pas d'autorité. Extraordinaire Mathieu Slama, franchement, c'est le gauchiste ultime. Mathieu, franchement, c'est incroyable. Tout ce qu'il dit là, je suis en désaccord total évidemment, mais en plus, on a l'impression qu'il doit gêner même les gauchistes un peu modérés ou un peu plus stratégiques, parce qu'en fait, il dévoile tout de suite, quoi. Pour Mathieu Slama, il n'y a pas besoin d'éduquer son enfant, il faut pas lui mettre de règles.
Surtout pas. Alors, on est dans une société autoritariste d'ailleurs aujourd'hui. C'est comme la société qui marginalise totalement les handicapés, où là, on est dans l'autoritarisme éducatif. Mais est-ce qu'il a déjà été dans une salle de classe, ce type-là? Alors, je suis pas certain qu'il ait des enfants, Mathieu Sama. Je suis pas certain. Ça lui ferait peut-être du bien d'être père. Je suis pas certain non plus qu'il soit 100% hétérosexuel. Donc, je me prononce pas là-dessus, mais bon. En tout cas, s'il était hétéro, ça lui ferait du bien d'être père, ça lui remettrait un peu les idées en place. Je pense que ça guérit d'ailleurs beaucoup de gauchistes, la parentalité, la paternité, la maternité. Vraiment, parce qu'en fait, il y a les grands discours et puis il y a le réel et tout d'un coup, voilà, ça se réaligne, on va dire. Mais dans les salles de classe, il n'y a pas d'autoritarisme éducatif. C'est de la folie furieuse de dire ça. Mais bon, c'est Mathieu Sama. On est au contraire sur le gauchisme éducatif avec le pédagogisme, la bienveillance et surtout, même l'horizontalité dans la transmission des savoirs. Il y a beaucoup de professeurs, alors heureusement, tous les cours ne sont pas comme ça, mais il y a une partie des cours qui peuvent être co-construits avec l'élève. C'est ça la réalité du monde éducatif. Donc de quoi il nous parle? Franchement, c'est génial. Puis pour finir avec, c'est de bienveillance et d'égalité que les enfants ont besoin. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Bah oui, l'égalité, c'est le pilier principal de la gauche. Donc là, c'est évidemment ce que réclame Mathieu Slama pour les enfants. Les enfants ont besoin de bienveillance, bien entendu, mais ils ont également besoin de limites. Ils ont besoin de se construire et on se construit par rapport au monde en se fixant des barrières. Voilà, des limites, des codes à respecter. Et c'est comme ça qu'une société civilisée se construit et perdure. Mais comme c'est pas l'objectif de Mathieu Slama, on comprend mieux son discours. Voilà, donc bravo à Mathieu Slama pour cette première place sur le podium. J'espère que ce top 8 des gauchistes de la semaine vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À très vite.